Certaines études en neurosciences montrent que le cerveau humain peut réagir à un rejet émotionnel exactement comme à une douleur physique. Autrement dit, se sentir rejeté, humilié, abandonné peut réellement faire souffrir notre cerveau comme une blessure. Alors forcément, l'être humain va naturellement passer sa vie à essayer d'éviter ça. Et pourtant, au milieu de toute cette quête, on oublie souvent de se poser une question simple, essentielle. Et moi, est-ce que je m'aime réellement? Alors que, quand on y pense, c'est peut-être la relation la plus importante de toute votre vie. Parce qu'on va passer toute notre existence avec nous-mêmes, avec notre voix intérieure, nos pensées, notre regard sur nous-mêmes. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui paraît très simple en apparence, mais qui est probablement beaucoup plus profond qu'on l'imagine. L'amour de soi. Mais honnêtement, qui nous explique vraiment comment faire? Parce qu'à force, beaucoup de gens finissent par ressentir exactement la même chose. Ouais, ok, il faut s'aimer, mais je fais comment? Parce que selon plusieurs études, près de 85% souffriraient d'un manque d'estime ou d'une mauvaise image d'elle-même à différents degrés au cours de sa vie. 85%. Et pourtant, on continue à banaliser énormément de choses. Alors, dans cette vidéo, on ne va pas juste parler de pensée positive ou de développement personnel bullshit. On va essayer juste de comprendre ensemble à quoi ressemble réellement le fait de ne pas s'aimer. Bienvenue sur Lily la Chippie. Ici, le but n'est pas de juger ni de prétendre avoir toutes les réponses, mais plutôt d'essayer de comprendre, de s'introspecter, de remettre certaines choses en question et surtout d'ouvrir le débat. Alors si toi aussi tu veux comprendre pourquoi autant de personnes passent leur vie entière à chercher l'amour chez les autres, tu es exactement au bon endroit. Et avant même de comprendre pourquoi c'est si difficile de s'aimer, il faut déjà se poser une question toute simple en apparence. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment s'aimer? S'aimer, ça veut dire quoi au juste? On entend cette phrase partout. Il faut apprendre à s'aimer. Tu dois d'abord t'aimer toi-même avant d'aimer quelqu'un. Et c'est vrai, mais honnêtement, ça veut dire quoi au juste s'aimer soi? Parce que plus j'entends cette phrase et plus je me rends compte que on l'utilise tous, mais sans vraiment savoir ce qu'elle veut dire concrètement. Et surtout, sans savoir à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Je crois qu'au fond, on est beaucoup à utiliser ces mots sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Entre la confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi, l'affirmation de soi, on finit presque par s'y perdre. Alors oui, bien sûr, il y a des nuances entre tous ces termes. Et si le sujet vous parle vraiment, il existe d'ailleurs des livres passionnants là-dessus. Notamment le Imparfait, libre et heureux du psychiatre Christophe André, que je vous recommande vivement. Ou bien encore une super BD du docteur Frédéric Franger qui s'appelle Confiance en soi, comment croire en vous, dans laquelle vous trouverez aussi des QR codes pour aller plus loin. Mais honnêtement, tout ça parle surtout en fait d'une seule et même chose, la relation que l'on entretient avec soi-même. Et le problème, c'est qu'on réduit souvent l'amour de soi à quelque chose de très superficiel. Comme si s'aimer, c'était juste avoir confiance en soi. D'ailleurs, certaines personnes qui semblent les plus sûres d'elles sont parfois celles qui se détestent le plus. S'aimer, ce n'est pas devenir une version parfaitement guérie de soi-même. Tu peux t'aimer et parfois douter, avoir des blessures et ne pas toujours te sentir à la hauteur. Et heureusement d'ailleurs. Sinon, ça voudrait dire qu'il faut être parfaitement guéri en fait pour avoir le droit de s'aimer. Et ça c'est impossible. Mais il y a aussi une autre confusion qui revient souvent. L'idée que s'aimer, ce serait devenir narcissique, égocentrique, égoïste, comme si, en fait, penser à soi ou se choisir un peu, c'était déjà trop.
Et ça, je trouve que c'est hyper révélateur de notre société parce qu'on culpabilise énormément les gens qui commencent en fait à poser des limites, à dire non, à arrêter de tout accepter. Comme si se respecter en fait devenait un problème à partir du moment où ça dérange les autres. Et je trouve aussi qu'il y a un énorme décalage entre ce que l'on dit, ce qu'on vit et ce qu'on vit réellement. Parce qu'on peut très bien dire « je me respecte » et accepter en fait des comportements irrespectueux. Ou « je me choisis » et s'oublier constamment pour les autres. Ou bien encore « je m'aime » et se détruire mentalement à longueur de journée. Et souvent, ce décalage est tellement installé qu'on ne le voit même plus. Moi la première d'ailleurs. Pendant longtemps, je pensais sincèrement m'aimer. Parce que j'étais capable de paraître forte, d'aider les autres, d'avoir confiance dans certains domaines en fait. Mais en réalité, dans mes choix, dans ce que j'acceptais ou dans ma façon de me parler, je me traitais parfois mais beaucoup plus violemment que je ne le ferais pour mon pire ennemi. Et c'était ça le vrai problème. Et peut-être que toi aussi, tu confonds depuis longtemps le fait d'avoir l'air fort avec le fait de vraiment t'aimer. Il y a une chose importante à comprendre aussi, c'est qu'on ne naît pas en se détestant. Aucun enfant ne vient au monde en pensant « je ne suis pas assez, je suis de trop, je ne mérite pas d'être aimé ». Non, ça s'apprend progressivement, à travers tout ce qu'on vit, à travers ce qu'on entend, à travers ce que l'on ressent. Et surtout à travers le regard des autres. Parce qu'un enfant construit énormément la vision qu'il a de lui-même à travers son entourage. D'ailleurs, plusieurs études montrent que les premières années de vie jouent un rôle essentiel, énorme dans la construction de l'estime de soi et notamment les 5 premières années. Parce qu'à cet âge-là, on est comme des éponges. Et ça me fait penser à un souvenir très précis. La fille de mon ex-mari, que j'ai connue toute petite, était un jour sur une aire de jeu avec des cordages à grimper. Et moi, j'étais terrorisée à l'idée qu'elle tombe ou qu'elle se fasse mal. Là où son père, lui, l'encourageait. Il l'a poussée en fait à essayer, à grimper quand même. Et finalement, elle l'a fait. Et je me souviens encore de la fierté qu'elle avait après. Parce que à ce moment-là, elle n'était pas juste en train de grimper sur un jeu. Elle était en train d'apprendre quelque chose sur elle-même, qu'elle était capable. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on oublie souvent que la confiance, l'estime ou l'amour de soi ne se construisent pas seulement dans les grands discours, mais dans des centaines de petits moments du quotidien. Et oui, quand on est petit, on absorbe tout. La façon dont on nous parle, la façon dont on nous regarde, la place qu'on nous laisse prendre, le droit qu'on nous donne ou non d'exister. Et sans même s'en rendre compte, on apprend très tôt certaines choses sur nous-mêmes. Qu'il faut être sage pour être aimé, éviter de déranger, être parfait pour avoir de la valeur. Comme si, en fait, l'amour devait toujours se mériter. À force, certaines croyances, malheureusement, commencent à s'installer profondément. Et le problème, c'est qu'une fois adultes, beaucoup de gens continuent à vivre à travers ces croyances, sans même se rendre compte que ce ne sont pas vraiment leurs pensées. Je pense aussi qu'on ne grandit pas tous avec les mêmes messages. Beaucoup de petites filles apprennent très tôt à s'adapter, à être gentilles, à ne pas prendre trop de place, le fameux « sois belle et tais-toi ». Là où beaucoup de petits garçons apprennent surtout à cacher leurs émotions, à ne pas montrer leurs faiblesses, comme si être sensible pour eux, c'était déjà être faible. Alors évidemment, ce ne sont pas des vérités absolues, mais ce sont quand même des choses qu'on retrouve énormément dans notre société. Tout ça finit souvent par créer des schémas. Et on en a déjà beaucoup parlé dans la vidéo précédente sur les relations toxiques, des schémas qui peuvent nous pousser parfois inconsciemment à accepter certaines choses, à nous adapter en permanence ou à chercher notre valeur dans le regard des autres.
Le manque d'amour de soi ne se voit pas toujours dans ce que l'on ressent. Il se voit souvent en fait dans ce que l'on tolère. Le problème avec toutes ces croyances, c'est qu'elles ne restent pas juste dans un coin de notre tête. Elles finissent par impacter énormément notre façon de vivre en fait, de nous voir, mais aussi d'aimer. Lorsque l'on ne s'aime pas vraiment, on finit souvent par chercher chez les autres quelque chose qu'on n'arrive pas à se donner soi-même. De la validation, de l'attention, de la reconnaissance, la sensation en fait d'être important. Et ça peut créer une vraie dépendance émotionnelle. Tu sais, c'est le moment où quand quelqu'un ne répond pas pendant plusieurs heures à son téléphone et où ton cerveau imagine tout de suite que tu as fait quelque chose de mal. Ou aussi quand ton humeur dépend complètement de la façon dont quelqu'un te parle, te regarde ou te répond. Comme si ton état intérieur était suspendu au comportement de quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est qu'on souvent, on ne s'en rend même pas compte. Moi, la première d'ailleurs. Pendant longtemps, je pensais juste être très attachée aux gens. Alors qu'en réalité, j'avais parfois besoin du regard des autres pour me sentir suffisamment importante, suffisamment bien pour être aimée. Et ça c'est extrêmement fragile. Parce que tant que tu attends que quelqu'un te donne ta valeur, tu lui donnes aussi le pouvoir de la retirer. Et souvent, ça ne s'arrête pas là. Quand on entretient une relation compliquée avec soi-même, on finit parfois par croire qu'il faut devenir quelqu'un de mieux pour mériter d'être aimé ou simplement pour avoir de la valeur. Alors, certaines personnes vont essayer de transformer leur corps, d'autres vont essayer de devenir irréprochables dans leur travail. Toujours plus de performance, plus de compétences, d'être plus intéressante, plus admirée, comme si elles devaient constamment prouver quelque chose pour mériter leur place. Et ça peut devenir une course sans fin. Faire plus de sport, perdre du poids, changer son apparence, faire de la chirurgie, travailler jusqu'à l'épuisement, vouloir être parfait dans tout, ne jamais s'autoriser à échouer ou ressentir le besoin constant de devoir prouver sa valeur. Comme si le problème venait forcément de nous. Comme si, une fois plus beau, plus intelligent, plus parfait, on allait enfin réussir à s'aimer. Mais le problème, c'est que lorsqu'un vide vient de l'intérieur, aucune validation extérieure ne sera jamais suffisante pour le remplir. D'ailleurs, ça me fait penser au film Black Swan, un film qui montre justement jusqu'où certaines personnes peuvent se détruire mentalement à force de vouloir devenir parfaites. Parce qu'à un moment, la recherche de la perfection ne devient plus une façon de s'améliorer. Elle devient une guerre contre soi-même. Et malheureusement, certaines personnes peuvent passer leur vie entière à essayer de devenir quelqu'un de plus acceptable. Alors, elles s'adaptent, elles se lissent, elles cachent certaines parties d'elles-mêmes et finissent parfois par devenir la version d'elles-mêmes qu'elles pensent simplement plus facile à aimer. Et je pense que c'est aussi pour ça que certaines personnes ont peur d'être réellement aimées. Parce qu'être aimé quand on montre une image contrôlée de soi, ce n'est pas la même chose qu'être aimé pour qui l'on est vraiment. Et parfois, quand quelqu'un nous aime sainement, ça peut presque devenir inconfortable. Parce qu'au fond, on ne comprend pas vraiment pourquoi cette personne nous aime. Ou alors, on attend inconsciemment le moment où elle va partir et nous rejeter. On peut même parfois provoquer inconsciemment certaines disputes comme pour tester jusqu'à quand la personne va rester. Et c'est là qu'il peut se passer de quelque chose d'assez troublant. Certaines personnes finissent par confondre en fait amour et intensité. Comme si une relation devait forcément être compliquée, instable ou douloureuse pour être forte. Parce qu'au fond, quand le chaos devient familier, la paix peut presque faire peur.
Quand tu commences vraiment à te regarder en face, finalement, le plus difficile, ce n'est pas de comprendre tout ça intellectuellement. Parce que tu peux regarder cette vidéo, être d'accord avec tout ce que je te dis, et malgré tout, continuer à minimiser ce que tu vis. La clé, c'est de le ressentir, le vivre vraiment chez toi. Alors, j'aimerais te proposer quelques petits exercices très simples. Enfin, simples en apparence. Parce que tu vas voir que parfois, ce sont justement les choses les plus simples qui révèlent le plus de choses. Le premier exercice, c'est le test du miroir. Je t'invite vraiment à le faire sérieusement. Pas juste rapidement entre deux trucs. Non. Vraiment, te regarder dans un miroir, dans les yeux et te dire « je t'aime ». Tu mérites d'être aimé. Ou tu peux te faire aussi un compliment sincère. Alors, certaines personnes vont se sentir immédiatement mal à l'aise. D'autres vont rigoler nerveusement et certaines vont détourner le regard. Et d'autres en seront tout simplement incapables, comme si ces mots sonnaient faux, comme si une partie d'elles refusait d'y croire. Et si c'est difficile, ce n'est pas anodin. Ça révèle souvent la relation que l'on entretient réellement avec soi-même. Il y a aussi un autre exercice que je trouve extrêmement intéressant, c'est de lister par écrit toutes les croyances que vous avez sur vous-même, les phrases qui tournent dans votre tête quand ça ne va pas. Le « je suis nul »,« je ne suis pas assez »,« personne ne pourra jamais vraiment m'aimer »,« je suis trop compliqué »,« je finis toujours par être abandonné ». Et ensuite, j'aimerais que vous imaginiez une chose. Imaginez qu'un ami que vous aimez profondément vous dise exactement ces phrases sur lui-même. Eh bien, comment vous réagiriez? Est-ce que vous lui direz « Ah oui, c'est vrai, t'es nul. Oui, franchement, personne ne peut t'aimer. Ouais, t'es trop. » Évidemment que non. Alors pourquoi est-ce qu'on accepte parfois de se parler à soi-même d'une manière différente que ce qu'on n'accepterait jamais pour quelqu'un qu'on aime? C'est aussi là qu'il faut faire une énorme différence entre être aimé et s'aimer. Parce qu'on peut être extrêmement aimé et se sentir vide intérieurement malgré tout. On peut recevoir de l'attention, des compliments, de l'amour et continuer malgré tout à ne jamais se sentir assez. Parce que les autres ne pourront jamais réparer complètement une relation que l'on n'a pas construite avec soi-même. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes font constamment passer les autres avant elles, comme si leur valeur dépendait uniquement de ce qu'elles apportent, de ce qu'elles donnent, de leur capacité à être utile, à être gentil, disponible, aimable. Et si tu veux vraiment savoir si tu entretiens une relation compliquée avec toi-même, essaye simplement de voir si tu te reconnais dans certaines des situations que je vais te donner. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire oui à quelque chose que tu n'avais pas envie de faire pour ne pas créer de conflit ou décevoir et donc de ne pas respecter tes limites? Est-ce que tu t'es déjà excusé alors que tu n'avais rien fait, juste pour qu'une dispute s'arrête? Ou alors, si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs de ces situations, alors peut-être que ta relation avec toi-même est plus compliquée que ce que tu pensais. As-tu déjà eu l'impression que ta valeur dépendait entièrement de la façon dont les autres te percevaient? Le plus troublant, c'est que beaucoup de gens vivent comme ça depuis tellement longtemps qu'ils pensent que c'est normal. Mais le vrai problème, ce n'est pas forcément ce que tu ressens, mais c'est ce que tu fais malgré ce que tu ressens. Alors, à ce stade-là, la vraie question devient « Ok, mais concrètement, on fait comment pour s'aimer ?» Parce qu'honnêtement, apprendre à s'aimer, ce n'est pas juste se répéter des phrases positives dans un miroir tous les matins. Et ce n'est pas non plus un énorme déclic magique qui arrive du jour au lendemain. Non. Je pense que ça commence surtout par des petits choix différents. Des choix parfois inconfortables, mais plus respectueux envers soi-même. Pour moi, la première étape, c'est peut-être d'apprendre à t'autoriser à rester seul avec toi-même.
Et quand je parle d'être seul, je ne parle pas forcément de tout quitter ou de vivre isolé. Je parle d'arrêter de remplir constamment avec du bruit, des écrans, des relations, des distractions. Parce que parfois, on ne cherche pas vraiment les autres. On cherche surtout à éviter de se retrouver seul face à soi-même. Et honnêtement, j'en sais quelque chose. Parce que moi aussi, il y a eu un moment où j'ai dû apprendre à me retrouver seule, mais vraiment seule. Et une fois le bruit retombé, il ne restait plus que moi face à mes pensées, mes blessures, mes peurs. Et c'est souvent là que beaucoup de choses commencent réellement. Parce que d'être seul, ce n'est pas forcément fuir les autres. C'est parfois arrêter de se fuir soi-même. Apprendre à s'aimer, ça passe aussi énormément par le fait d'écouter réellement ce que l'on ressent. Parce qu'on est nombreux à avoir appris à minimiser nos émotions, à rationaliser, à se dire ce n'est pas si grave, ça va passer. Alors qu'au fond, notre malaise parfois essaie simplement de nous dire quelque chose. C'est notre corps qui nous parle. Il y a aussi un exercice qu'une amie fait énormément pour apprendre à s'aimer et que je trouve extrêmement intelligent. Écrire certaines choses noir sur blanc. Parce qu'écrire, ce n'est pas juste prendre des notes. C'est aussi une façon de déposer ce que l'on porte intérieurement, de sortir certaines pensées de sa tête, de les regarder réellement en face. Parce qu'une pensée reste souvent floue quand elle tourne uniquement dans notre tête. Mais une fois écrite sur un carnet, elle devient beaucoup plus concrète, beaucoup plus réelle et surtout beaucoup plus difficile à fuir. Écrire ce que l'on ressent, ce qui revient souvent, les situations dans lesquelles on ne se sent pas respecté, les moments où l'on s'abandonne soi-même, le fait de pouvoir relire certaines choses plus tard permet également de voir son évolution, de prendre du recul et d'avancer progressivement. Petit à petit, petit pas par petit pas. D'ailleurs, elle m'a raconté quelque chose que j'ai trouvé extrêmement parlant. À un moment donné, elle a écrit noir sur blanc qu'elle était RQTH. Et ça peut paraître bête dit comme ça, parce qu'évidemment, elle le savait déjà. Mais le fait de le voir écrit, de le lire réellement, ça l'a obligée à prendre conscience que oui, sa souffrance, ses difficultés et sa situation avaient été réellement reconnues. Elle m'a expliqué que ça l'avait énormément aidée à se sentir enfin légitime, comme si le fait de poser certaines choses sur le papier permettait de ne plus minimiser et d'accepter vraiment ce que l'on vit. Autre chose, apprendre à s'aimer, ça passe aussi par les limites que tu commences à poser. Pas forcément des énormes bouleversements. Parfois, ça commence juste par une première limite, une vraie, mais même une toute petite. Dire non à quelque chose que tu aurais accepté d'habitude. Exprimer un malaise au lieu de faire semblant que tout va bien, ou arrêter d'accepter quelque chose simplement pour éviter le conflit. Parce que souvent, le problème, ce n'est pas qu'on ne voit pas l'irrespect. Le problème, c'est qu'on a appris à le tolérer. Et le plus difficile, souvent, ce n'est pas de poser cette limite, qu'on soit clair, ça va être de la maintenir. Parce que quand on a passé sa vie à faire passer les autres avant soi, on culpabilise très vite. On a peur de déranger, d'être égoïste, méchant, exagéré, alors qu'en réalité, poser une limite, ce n'est pas rejeter les autres. C'est commencer simplement à se respecter soi-même, apprendre à s'aimer. Ça passe aussi énormément par la façon dont tu te parles à toi-même. Parce que souvent, la personne qui nous parle le plus violemment au quotidien, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à observer chez moi, mais aussi chez certaines personnes de mon entourage quand j'ai commencé à en parler. Au début, on ne s'en rend même pas compte. Jusqu'au moment où on commence vraiment à écouter les phrases qui tournent dans notre tête. Le « je suis nul, je vais encore échouer » ou « je suis incapable, je suis ridicule ». Honnêtement, si quelqu'un nous parlait toute la journée comme ça, on finirait probablement par s'effondrer mentalement. Et ce qui est fou,
c'est que plusieurs études montrent aujourd'hui que notre dialogue intérieur influence énormément notre cerveau, notre stress, notre confiance et même notre capacité à réussir certaines choses. Alors évidemment, ça ne veut pas dire devenir positif tout le temps, mais peut-être simplement apprendre à être un peu moins violent avec soi-même. Et puis, apprendre à s'aimer, ça demande aussi d'arrêter de croire qu'il faut devenir parfait avant de mériter de l'être. Comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de gens vivent avec cette idée inconsciente « Ah, quand je serai mieux, je pourrai enfin m'aimer ». Mais le problème, c'est que cette version parfaite, entre guillemets, n'arrive jamais vraiment. Et tant que ton amour pour toi dépend d'une version future améliorée de toi-même, tu repousses constamment le moment où tu t'autorises enfin à t'aimer. Et pour finir, apprendre à s'aimer, c'est aussi accepter qu'on n'arrive plus à avancer seul. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Personnellement, je pense que certaines thérapies peuvent vraiment aider à déconstruire certains schémas profondément ancrés. Notamment certaines TCC comme l'ACT par exemple, qui travaillent beaucoup sur l'acceptation de ses émotions, de ses pensées et de soi-même. Parce qu'au final, s'aimer, ça ne commence pas forcément par un immense déclic. Ça commence souvent par des choix différents. Et ne pensez pas que ça va être facile. Parce qu'honnêtement, apprendre à s'aimer peut parfois être une vraie épreuve. Pas forcément parce que c'est compliqué à comprendre intellectuellement, mais parce que ça oblige souvent à regarder des choses que l'on évitait depuis tellement d'années. Quand on commence à moins se trahir soi-même, à poser des limites, à arrêter d'accepter certaines choses, forcément, certaines relations changent aussi. Parfois même, ça crée du vide autour de vous. Parce que certaines personnes étaient habituées à une vraie version de vous, qui disait toujours oui, qui s'adaptait, qui ne dérangeait pas. Alors, quand on commence enfin à se respecter un petit peu plus, ça peut déranger énormément. Et ça fait peur, parce qu'au fond, même les choses qui nous font souffrir peuvent devenir rassurantes simplement parce qu'elles sont connues. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens restent dans certains schémas ou certaines relations toxiques d'ailleurs. Simplement parce que l'inconnu leur fait encore plus peur. Alors au début, clairement, apprendre à s'aimer ne procure pas forcément et immédiatement de la paix. Parfois, ça provoque surtout de la culpabilité, du doute, de la peur, de l'impression d'être devenu égoïste alors qu'on commence simplement à moins s'abandonner soi-même. Et le plus perturbant, parfois, c'est qu'on ne sait même plus vraiment qui l'on est sans tous ces mécanismes. Parce qu'on a tellement passé de temps, d'années à s'adapter, à chercher l'amour, à éviter le rejet, qu'on finit presque par construire toute son identité autour de ça. Alors forcément, quand on commence à changer, tout devient un peu instable. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre. Le fait que ce soit difficile ne veut pas forcément dire que tu fais fausse route. Parce qu'apprendre à s'aimer, ce n'est pas juste apprendre à se sentir bien avec soi-même. C'est parfois accepter de perdre certaines choses qui nous rassuraient, même lorsqu'elles nous faisaient du mal. Et au fond, je crois que c'est aussi pour ça que si peu de gens vont réellement au bout de ce travail-là. Parce que s'aimer, ce n'est pas instinctif quand on a passé toute sa vie à fonctionner autrement. Je ne pense pas que l'on puisse apprendre un jour à s'aimer parfaitement, que l'on soit clair. Je pense surtout qu'on apprend progressivement, à moins se violenter et à moins chercher chez les autres ce que l'on devrait commencer à construire avec soi-même. Et peut-être qu'au fond, s'aimer, c'est simplement arrêter de se traiter comme quelqu'un qu'on déteste. Alors non, apprendre à s'aimer ne règle pas tout.
ça ne supprime pas les blessures, les peurs, les traumatismes. Mais ça peut quand même changer quelque chose d'essentiel, la façon dont on traverse la vie, les épreuves avec soi-même. Alors peut-être qu'il serait temps d'arrêter de faire de cette relation un calvaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et d'ailleurs, si c'est le cas, eh bien, je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a le plus parlé dans cette vidéo, ou au contraire, eh bien, s'il y a des parties avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, et c'est ok, parce que comme je le dis souvent ici, le but n'est pas d'avoir tous la même vision des choses, mais surtout d'ouvrir le débat et de réfléchir ensemble. Et si ce genre de contenu vous plaît, bien, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant ou simplement à partager cette vidéo à quelqu'un à qui elle pourrait parler tout simplement. Et si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien, je vous recommande aussi la vidéo précédente. Et si tu kiffais les relations toxiques, parce qu'elle est directement liée à énormément de choses dont on a parlé aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, on parlera d'un sujet tout aussi profond. Et si tu t'épuisais jusqu'à te détruire. À très vite sur Lily la Chippie.